membres du MCR, vous avez été interrogés autour de vous des jeunes et des moins jeunes. Et vous leur avez posé la question et demandé ce qu'ils attendaient des retraités. Grand sujet. Nous avons eu plus de 1200 réponses que nous avons toutes dépouillées et que nous avons classées en 3 catégories. La famille, la vie professionnelle, la vie politique et religieuse. De là, nous allons vous proposer 3 tables rondes dont les acteurs vont répondre aux questions de Didier Hadès. Et la salle, comme ce matin ou tout à l'heure, sera invitée à participer. Vous avez raison. Donc, sauf que ça va durer beaucoup moins longtemps que ce matin. Voilà. Chacune des tables rondes va durer 40 minutes. Oui. Grosso modo, on va faire... Je ferai signe quand ce sera à peu près terminé. Merci, maître. Donc, la première table ronde concerne la famille. Et c'est pour ça que nous allons accueillir Madame Johanna Schendorf, Allez, venez qui nous est une retrouver. maman de 3 enfants, 10 ans, 8 ans et 4 ans. Elle le Laure porte fort bien. Mardoc, qui est étudiante. Et nous invitons aussi Monsieur Patrice Diochet, qui par ses responsabilités syndicales et professionnelles va enrichir le débat par son expertise sur les problèmes de société. Il est également père de 2 enfants. Bien, alors nous avons 40 minutes devant nous, ce qui est à la fois beaucoup et très peu, vu la densité de notre sujet, quand nous évoquons par rapport au sujet général qui est le nôtre, et vous voyez ici, ça vous permettra de vous repérer bientôt les images ou les profils de Patrice Diochet et de Johanna Schendorf et de Laure Mardoc, 3 générations et 3 regards sur ce qui nous arrive aujourd'hui, sur la famille et les questions que nous pouvons nous poser face à la question générale que nous nous posons sur ce que nous pouvons apporter, ce que les retraités peuvent apporter comme richesse dans le monde qui les entoure. C'est avec vous, Johanna Schendorf, que je voudrais débuter. Vous avez 35 ans, vous avez 3 enfants. Lucas, il a 10 ans. Roxane, elle a 8 ans. Anaïs a 4 ans. Je ne me trompe pas sur les âges à 3 chouilles après. Je ne parle pas des mois. Et vous, vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit, d'histoire à la Sorbonne, et vous êtes diplômé de Sciences Po à Rennes. Et puis dans la foulée, vous avez une activité professionnelle qui vous permet non seulement de vivre, mais surtout de vous réaliser. Et vous êtes attachée principale, directrice du Pays de Vitré, Porte de Bretagne, dans le cadre d'une collectivité locale. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous vous sentez intéressé, curieuse, nostalgique, quand nous évoquons les sujets que nous avons évoqués depuis ce matin? Alors effectivement, quand mes parents sont venus me poser la question, puisque maman fait partie du MCR et vous pas encore, mais bientôt, j'espère. Je ne fais pas partie. Je crois que j'ai encore quelques années devant moi. Oui. De plus en plus, je pense. Préparez-le. Préparez-le. Donc quand elle est venue me poser la question, c'est vrai que le sujet m'a tout de suite intéressée. Je trouvais le thème vraiment à la fois m'a intéressée et je me suis sentie très vite concernée. Très entre nous. Avant, vous vous étiez interrogé ou pas? Oui, dans le cadre professionnel. C'est-à-dire? Dans le cadre professionnel, nous avions travaillé à un projet autour de l'intergénération, justement, de voir comment, sur un territoire, on peut développer des initiatives permettant aux générations de se rencontrer, aux générations, on a évoqué la question du bénévolat, on a toutes ces questions-là. Donc oui, par rapport à mon travail, j'avais déjà eu l'occasion de réfléchir à cette question-là, de la partager avec des jeunes et des moins jeunes. Donc voilà, c'est un sujet qui ne m'était pas, on va dire, étranger. Mais cette question, la question qui m'a été posée, du coup, était beaucoup plus personnelle, puisque c'était comment moi je percevais cela et en quoi je me suis sentie concernée. Et c'est vrai que je me suis sentie concernée parce que j'ai eu personnellement des relations très très privilégiées
avec des personnes âgées, avec des retraités. En fait, les premiers retraités que j'ai connus étant enfant, eh bien, tout simplement, c'était mes grands-parents. Donc j'ai connu mes grands-parents maternels, mon arrière-grand-mère maternelle aussi. Et puis, quel effet ça fait de connaître son arrière-grand-mère? C'est un décalage total pour vous, surtout au moment où vous l'avez connue. Oui, parce que je l'ai connue... Vous aviez quel âge? J'avais une dizaine... non, moi, je l'ai connue depuis ma naissance. Elle est décédée, j'avais 15 ans. J'étais adolescente. C'était une très vieille dame, C'était une dame... qui venait d'un autre monde. C'était une dame extrêmement dynamique. Enfin, c'était le souvenir que j'ai d'elle, vraiment quelqu'un de très, très dynamique. Et justement, on l'évoquait pendant le déjeuner. J'ai souvent eu l'occasion d'aller partager des repas, justement, en maison de retraite avec elle. Donc, j'allais dire, à moins d'une dizaine d'années, j'avais déjà côtoyé des personnes âgées. Voilà. C'était un milieu qui m'était familier et qui m'était... bon. C'était pas un milieu de vieux, c'était pas un autre monde. Non, j'ai plutôt des souvenirs plutôt amusants. Bon, voilà, de maisons de retraite, de jouer dans l'ascenseur, enfin des petites anecdotes qui font que c'était un lieu qui m'était... Un lieu de vie. Un lieu de vie, voilà. Oui. Et puis côté paternel, du coup, puisque mon papa est polonais, donc côté paternel, j'ai très bien connu ma grand-mère et sa sœur, Ciocia Malak, donc qui était à peu près qui était de la même génération. Voilà, donc quand je dis très privilégiée, d'abord parce que je les ai connus longtemps. Ils sont décédés il y a moins de 10 ans. Et je les ai connus surtout de manière très, très individuelle, puisque j'ai vécu longtemps avec eux seuls, en fait. En dehors des réunions familiales voilà, où on se côtoie, mais où on ne se parle pas vraiment. Alors que là, j'ai eu l'occasion, à la fois toute petite en tant qu'enfant, puisque ma grand-mère polonaise vivait avec nous, mais aussi en tant qu'étudiante, puisque j'ai passé 6 mois à Cracovie lors d'un stage. Donc j'ai vécu avec elle 6 mois au quotidien. Vous parlez polonais? Oui. Oui. Vous l'avez pris où? En France? En France, avec ma grand-mère, et puis avec mon père, et puis avec la famille de mon père. Oui. Voilà, donc du coup, ça a été des moments où, voilà, c'était des moments vraiment privilégiés. Vous avez passé du temps avec eux, beaucoup de chance peut-être, maintenant, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que ça vous a fait mûrir ou est-ce que ça a été un bon moment passé, c'est tout? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Alors, j'ai le souvenir d'eux en tant qu'enfant et adolescente. Et aujourd'hui, avec du recul, et c'est pour ça que ce sujet-là était intéressant parce qu'il permettait aussi de réfléchir, voilà, aujourd'hui, en tant que maman, qu'est-ce que finalement j'en retire de ce temps passé avec eux? Oui, il faut rappeler que vous avez 3 enfants. Voilà, j'ai 3 enfants. Et en fait, il y a plusieurs... Mais vous n'avez que 35 ans. Oui. Je pense que... C'est bien, c'est bien. La famille est déjà bien animée. D'abord, il y a plusieurs idées, plusieurs thèmes plusieurs pensées qui me sont venues à l'esprit. Le premier, ça a été le temps. Et le temps, c'est quoi? Le temps, c'est des moments. C'est la mémoire? C'est des moments qu'ils ont passés avec moi. J'allais dire des moments tout simples. C'est des moments de jeu, c'est des moments de parole. C'est même, j'allais dire, jusqu'à des moments de confidence. Des confidences, voilà, sans doute que peut-être d'autres membres de la famille n'ont pas eu la chance. Voilà. Donc ce sont vraiment des choses toutes simples. C'est du temps passé. C'est aussi la mémoire. La mémoire, puisque dans ces temps de parole, eh bien, ils me racontaient ce sont des grands-parents qui, eux, ont connu au moins la Seconde Guerre mondiale. Pour ma grand-mère polonaise, elle a connu aussi la période communiste. Donc voilà, ce sont Là, c'est l'histoire qu'elle vous raconte. C'est l'histoire voilà avec comment ça s'est passé. C'est l'histoire avec un grand H, mais c'est l'histoire écoutée dans les, on va dire, et vue par les yeux d'un enfant. C'est-à-dire, voilà, il y avait des scènes qu'elle m'expliquait qui, en tant qu'enfant, voilà, suscitent l'imaginaire, mais qui, j'allais dire, peut-être m'ont aussi conditionné dans mes études, puisque j'ai fini une maîtrise d'histoire avec un sujet L'histoire contemporaine? Avec de l'histoire contemporaine, sur la place du théâtre, justement, dans l'histoire du communisme. Wow. Ben oui, pourquoi pas? Comment? Pourquoi pas? Oui, parce que la vie intellectuelle en Pologne, à cette époque-là,
a marqué profondément l'histoire de ces années-là. Ça a marqué la famille. Comment ? Ça a marqué la famille. Oui, ça a marqué la famille, encore que mes parents sont venus s'installer à cette période-là en France. Donc ça l'a connu, oui, à travers les nombreux voyages. Enfin, moi, en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est à travers les nombreux voyages que l'on faisait à cette période-là dans la famille en Pologne. C'est ces voyages qui vous ont marqué. C'est ces regards, c'est ce que l'on vous a raconté. Vous ne pouviez pas avoir vécu ce qu'ils ont vécu, eux. Non, bien sûr que non. Donc ça s'est retraduit dans mon imaginaire à l'époque d'enfant. Voilà, donc c'est l'histoire avec un grand H, mais c'est aussi leur histoire à eux. Comment ils ont vécu, eux, ces passages-là, et puis l'histoire de famille, tout simplement. Donc, alors, parlons-en un tout petit peu de ces histoires de famille et de la façon dont vous avez transmis à vos enfants. Vous me racontiez, quand on s'est parlé avant aujourd'hui, de la Saint-Nicolas, qui est une tradition que l'on retrouve ici en Alsace, que l'on retrouve surtout en Pologne, et pour cause, mais qui est quelque chose qui est, là où vous vivez maintenant, un peu différente. Alors, peut-être, c'est vrai que moi, le polonais, je le parle, je ne l'ai jamais vraiment appris. Donc c'est assez difficile pour moi de l'apprendre à mes enfants. Par contre... Vous cherchez ? Comment ? Vous cherchez à l'apprendre ? J'ai cherché à l'apprendre à travers... le leur faire apprendre ? À leur faire apprendre. C'est plutôt à travers... on aime beaucoup lire à la maison, donc tout petit, je leur lisais des histoires en polonais. Même s'ils ne comprenaient pas grand-chose, c'est ça. Ils ne comprenaient pas, mais pour eux, c'était un moment agréable, puisqu'ils avaient le droit d'avoir l'histoire en double, puisque je leur traduisais ensuite en français. Ah oui. Donc ça durait 2 fois plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'ils aimaient beaucoup quand je leur lisais en polonais. Mais étonnamment, effectivement, c'est une anecdote. Cette année, on a fêté, moi chaque année, on fête la Saint-Nicolas. Dans ma famille, on a toujours fêté la Saint-Nicolas, et en l'occurrence, on l'a fête où je leur offre des livres. Donc 6 décembre. Le 6 décembre, Saint-Nicolas passe à chaque fois. Et cette année, ma fille Roxane en a parlé dans sa classe. On a parlé avec ses copines. Roxane, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. En disant, moi, la Saint-Nicolas est passée. Et là, étonnamment, personne ne connaît la Saint-Nicolas. Ben non, les autres enfants. Donc elle est revenue le soir. Donc elle croit encore au Père Noël, à la Saint-Nicolas, etc. 8 ans, superbe. Elle ne regarde pas la télévision. Disons qu'en tout cas, elle veut... Ah oui, on parle de Père Noël, on ne parle pas de Saint-Nicolas. D'accord, vous avez raison. Et donc, elle m'interroge le soir en rentrant. Elle me demande comment ça se fait que les autres ne connaissent pas. Donc là, moment de blanc. Et c'est mon fils aîné, Lucas, qui lui a répondu. Il lui dit, mais tu sais bien, nous, on est polonais. Et donc, le Saint-Nicolas ne passe que pour les Polonais. et donc Roxane, lui a répondu, bah oui, t'as raison, nous on parle, les autres ils parlent pas. Alors qu'en réalité, ils connaissent peut-être que 2 mots ou 3 mots, mais voilà. Et la petite d'arriver à la fin, elle dit, oui, moi, mon parrain, il est polonais aussi. Donc il fallait qu'elle rajoute son mot. Mais ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, les enfants connaissent la Pologne, on essaye d'y aller, mais ils n'ont jamais appris, ils ne connaissent pas la langue. Ma grand-mère, ils ne l'ont pas connue, mais ils l'ont connue à travers ce que je leur raconte moi. Donc en fait, je pense que c'est... Je sais pas, au départ... Mais cette transmission, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, ils n'ont pas connu, vous n'êtes plus là-bas. Et alors, ils sont ici en France. Pourquoi ne pas leur apprendre bêtement, serais-je tenté de dire, les traditions d'ici ? J'allais dire, ça fait partie... Ça fait partie aujourd'hui de mon bagage, de mon identité. Je pense que toute la culture, l'apprentissage à la fois de la langue, de l'histoire, ça a construit mon identité. Et quelque part, effectivement, au départ, je me suis dit, ce sont des valeurs que je transmets. Et en fait, non, c'est pas quelque chose que la notion de transmission, pour moi, c'était plus quelque chose que je partage avec mes enfants. C'est-à-dire que... je ne sais pas ce qu'il restera au final de ce que je leur ai transmis. Attendez, à qui faites-vous plaisir ? À vous ou à eux ? Eh bien, c'est-à-dire que je partage des moments avec eux. Je partage ce que j'aime avec eux, et pour moi, ces valeurs-là, l'identité, le lien de la famille, la culture,
Ce sont des éléments qui... voilà, disons que ce n'est pas un enseignement que je leur transmets en tant que tel, c'est quelque chose que je partage avec eux. Johanna, vous avez 35 ans, 3 enfants, incontestablement. Vous travaillez dans le monde d'aujourd'hui. Que vos enfants soient avec le monde d'aujourd'hui, ça me semble la moindre des choses, ça me semble tellement évident. Vos enfants, ils sont nés avec le virtuel. La Pologne d'arrière-grand-mère, hein? Eh ben, il faut être malin, il faut ruser. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas étrangers à tout ce qui est multimédia, à tout ce qui est... Après, il faut poser un cadre, il faut poser des limites. Il n'y a pas que ça. Et puis après, il faut, quand je dis ruser, c'est-à-dire que voilà, la question des générations est à travers les photos. Le support multimédia est un très bon support. Je vois mon père... Vive Internet. Internet ou l'ordinateur ou le... Mon père a pris le temps de scanner des photos de famille, des anciennes photos, donc des personnes que même moi je n'ai pas connues. Et ben, j'étais étonnamment surprise que les enfants apprécient de s'asseoir à côté de lui. Alors peut-être parce que d'abord attirés par l'écran, voilà, mais ensuite ils ont pris le temps de s'asseoir et du coup de parcourir ces photos-là, d'écouter ce qu'il avait à dire. Alors voilà, c'était ludique, il y avait l'écran, mais il y avait autre chose qui passait aussi à ce moment-là. Il y a une chose qui m'a aussi frappé quand nous avons parlé précédemment, il n'y a pas de secret à notre entretien. Vous avez parlé de l'interrogation qu'avait votre grand-mère ou votre mère quand vous avez parlé de bébé et vous avez parlé à bébé. Oui, ce matin, il en a été un petit peu question sur les références ou les générations qui se suivent, qui ne se ressemblent pas forcément. Et c'est vrai que j'avais été surprise, donc quand mon aîné est né, en tant que bébé, on passe beaucoup de temps avec lui, et moi j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup parler avec mon bébé. Voilà. Bon. Donc, y compris avec mon bébé. Et ma grand-mère qui me regardait le changer, elle me dit, mais moi à mon époque, les enfants, les bébés, on ne leur parlait pas. Tu parles tout le temps à ton bébé, tu le changes, tu le nourris, tu le couches, tu lui parles comme si... je dis, oui, c'est un être... Voilà. Et ça m'avait... Donc vous avez introduit un nouvel élément dans l'histoire familiale ou dans la tradition. En tout cas, sa réflexion, sa petite phrase m'a étonnée. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, on ne considérait pas le bébé comme on le considère aujourd'hui, ou on ne s'en occupait sans doute pas comme on s'en occupait avant. Et c'était étonnant de la part de ma grand-mère qui, contrairement à ma grand-mère polonaise qui était bavarde, ma grand-mère maternelle était un petit peu plus pudique. Elle était plus discrète sur son passé, voilà. Donc c'était un élément qui m'a paru intéressant, d'où, et peut-être ce que j'en retire aujourd'hui, c'est la nécessité aussi de savoir s'écouter d'une génération à l'autre. On n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes cadres. Par contre, c'est intéressant effectivement de prendre le temps de s'écouter. Voilà. Alors, si je vous interroge, ce que je devrais faire plutôt à la fin, après avoir écouté nos deux autres interlocuteurs, sur qu'est-ce que les retraités peuvent apporter aujourd'hui, quelle est leur richesse sur notre société, vous m'en répondrez quoi? Spontanément? Oui. Le premier mot qui m'était venu, c'est du temps. C'est du temps parce que même si, en tant que maman, j'ai fait le choix de travailler à temps partiel, donc d'avoir une journée entièrement consacrée à mes enfants, je me rends compte qu'on court en permanence après le temps. Et moi, le souvenir que j'ai des grands-parents, c'est cette pause. C'est cette pause où la vie s'arrête, mais voilà, où on prend le temps de faire des choses simples, de jouer, de parler. Donc le premier mot qui m'était venu à l'esprit quand on m'a posé la question, c'est consacrer du temps. Voilà, ce temps, en tant qu'actif, on essaye de le prendre, mais c'est pas toujours évident de tout concilier. Et puis, mais vous avez fait le choix de le prendre, non? J'ai fait le choix de le prendre. Après, j'ai bien retenu aussi le 4 quarts breton. Je pense que je vais me mettre à cette recette aussi. C'était bonne... Oui, enfin, il y a façon de suivre la recette. Mais c'était très bien. Et effectivement, du coup, juste pour rebondir sur ce temps aussi,
Moi, je pense aussi qu'il ne s'agit pas seulement de dire ou quand on veut transmettre quelque chose. Tout à l'heure, je disais que je partageais, c'est parce que aussi je vis ce que je dis. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'engagement, si on veut que les enfants s'engagent, si on veut que... Ce matin, je n'ai pas réagi, mais j'avais très envie de réagir aussi sur... voilà. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire aussi. Bon, en tant que maman, j'ai essayé de je m'engage dans des associations qui sont en lien avec mes enfants. Le centre de loisirs, le club de judo, voilà. Pour en fait montrer aux enfants qu'on peut travailler, qu'on peut continuer d'apprendre, qu'on peut partager une vie de famille, mais qu'on peut aussi s'engager dans autre chose. Voilà. Mais Allez, on va sortir un tout petit peu de notre sujet. Petite parenthèse. Vous, femme, mère, vous trouvez que vous avez une vie plus difficile ou plus remplie que celle de votre époux? Plus remplie, je ne sais pas. Peut-être on a une conception peut-être un petit peu différente. Voilà. Par moment, je pense que lui, il aimerait souffler plus. Moi, souffler plus. Moi, c'est vrai que je vis la vie un peu à 100 à l'heure, mais j'aurais du mal à m'arrêter. Voilà. Mais sinon... Je trouve que ça vous va très bien, à 35 ans. Superbe. Merci, madame. Alors, j'ai passé un peu plus de temps que prévu avec vous dans notre entretien et je regardais parallèlement, ça c'est l'avantage de la position qui est la mienne, je regardais en même temps Laure Marduk. Alors, elle est beaucoup plus jeune. Vous avez combien, 25 ans? 23. 23, je vous vieillis, excusez-moi. Et de temps en temps, je vous voyais interrogative, voire sceptique. Est-ce que vous approuviez tout ce que l'on vient de dire? Ou est-ce que vous disiez, moi je serais différente? Non, enfin, j'approuvais. Il y a bon nombre de choses que Johanna a dit auxquelles j'ai hoché la tête parce que je trouve que c'est très vrai. Cette question du temps, je partage tout à fait son avis sur le fait que les retraités, enfin, pour moi, mes grands-mères, on n'avait pas du tout le même rythme que moi actuellement et même avant. Et donc, ces pauses-là, autour de moments privilégiés comme les repas, comme le jeu, étaient très importants. Alors, Laure, il faut que je précise quand même que vous êtes ce que vous faites à l'heure actuelle. Vous avez un master de sociologie à l'IEP de Rennes ou de Paris? De Paris. Ouais, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je pense que... Comment? Je pense que je fais pas du tout de hiérarchie. Hein, pour le coup. C'est bien, c'est bien. Parce que je n'ai fait que Grenoble. Mais il y a surtout 2-3 choses qui sont quand même étonnantes dans votre parcours. Vous êtes secrétaire général, puis président de l'association féministe de l'Institut d'études politiques de l'UNEF. Vous êtes représentante étudiante et présidente de la commission paritaire, organe consultatif officiel, de l'UE de paix de Paris. Vous êtes secrétaire général, puis présidente de l'association féministe de l'Institut d'études politiques de Paris. Très entre nous, vous êtes militante? Oui. Je pense que mon CV le montre. Oui, j'ai bien compris. Enfin, c'est drôle parce que justement sur cette question-là, moi j'ai ma grand-mère que je connais bien donc et la sœur de ma grand-mère aussi, et ça a été un gros sujet de débat parce que ma grand-mère n'est pas très politisée et n'aimait pas beaucoup le débat parce que elle voulait pas qu'on se dispute, alors qu'avec la sœur de ma grand-mère par contre ça y allait et donc elle du était coup, contre votre approche? Non, justement, on partageait beaucoup de choses et donc ça nous permettait justement de nous rapprocher et de partager des choses différentes parce que tous les retraités ne sont pas les mêmes et donc c'était très enrichissant. Retraités ou tout simplement que l'autre est différent? L'autre est différent, c'est évident, mais après c'est vrai qu'on a tendance à dire ma relation avec mes grands-mères, tu l'as très bien montré, ta grand-mère maternelle et paternelle n'étaient pas forcément les mêmes. Et moi, j'ai les mêmes modèles. Et j'ai des modèles très différents entre ma grand-mère paternelle et la sœur de ma grand-mère paternelle. Alors, quel regard sur le monde des seniors? Ce que nous avons entendu avec Johanna, c'est ce trait d'union, en quelque sorte, entre générations. Quand on a 23 ans, vous avez déjà pensé à la retraite?
Alors oui, durant le dernier mouvement. Durant le dernier Durant le dernier mouvement social sur les retraites, mais ouais. non, Ah oui, à part ça, oui, enfin, on y pense. C'est vrai que moi, je vais être très portée à l'avenir puisque je vais être diplômée dans les prochains mois. Donc, du coup, il y a vraiment un élan et une énergie qui doit être consacrée à son projet professionnel, à son entrée dans la vie active qui aujourd'hui n'est pas forcément des plus aisés. Mais après, je pense que c'est très important, on l'a vu ce matin, d'avoir des modèles sur une retraite active, sur cette deuxième étape, troisième étape dans la vie, et de voir qu'il y a des façons de s'engager différentes, des façons de la vivre différemment. Et moi, je me projette parfois, je me dis « Ah bah j'aimerais bien être cette mamie qui est gentille avec ses petits-enfants, mais en même temps, il va falloir que je sache poser des limites, etc. » Et je trouve que c'est intéressant de se projeter comme ça dans quelle forme de vie on a envie. Et c'est plutôt dans un statut qui ne sera pas forcément retraité, mais qui sera plutôt, bah voilà, j'ai envie d'être cette mamie-là ou cette mamie-là, j'ai envie d'être cette personne dans l'église ou cette personne dans l'église. Laure, je vous regarde un peu avec tendresse, passez-moi l'expression, parce que j'avais votre âge au moment de la publication du rapport Lenoir, et ça m'a totalement concerné à l'époque. C'est pas pour autant que toute ma vie, je n'ai pensé qu'à l'âge qui est le mien aujourd'hui, et est-ce que je risquais de devenir, ou ce que je deviendrai naturellement. Vous ne regardez pas aujourd'hui les choses avec plus de confiance que je n'ai pu les regarder, hein, tout simplement parce que le monde bouge et que vous vous dites, moi je m'en fous, moi je m'en sortirai. Plus de confiance, je pense pas, parce que comme on l'a dit, il y a vraiment des incertitudes sur tous les problèmes économiques qu'on a soulevés, hein, que ça soit voilà, la dépendance ou même le financement des retraites, etc. Donc on est quand même préoccupé à savoir est-ce qu'on aura la même place, les mêmes possibilités. Après, on sait que l'espérance de vie s'allonge et on a l'espoir en tout cas d'être plus en forme que nos aînés l'ont été. Et on a aussi l'espoir de progrès de la médecine. Ma grand-mère aujourd'hui paternelle est atteinte d'Alzheimer. Je me dis que sans doute d'ici là, on aura trouvé peut-être un remède ou les Vous espérez moyens. Oui, tout à fait, il faut espérer. Et vous y croyez? Oui, moi j'y crois vraiment. Je pense qu'on est amené à avoir plus de bien-être dans la société. C'est une véritable volonté des individus. On le voit aussi chez les retraités. Ils veulent garder cette tranche de vie qui leur appartient, qui n'appartient plus à l'entreprise, ou en tout cas de laquelle ils peuvent se détacher, et qui réorganisent selon leurs aspirations. Est-ce que vous êtes quand même déjà interrogé sur où vous serez dans 40 ans? Vous aurez 63 ans. Ouh là là. Mais oui, mais vous êtes-vous posé la question ou pas du tout? Où je serai dans 40 ans est-ce que je me suis posé cette question? Je me suis dit qu'il y aurait certainement tant d'évolution entre la société d'aujourd'hui et la société dans 40 ans, entre ma volonté d'aujourd'hui et ma volonté dans 40 ans. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a des choses qui sont primordiales, les valeurs auxquelles je crois et aussi la foi qui m'a conduit jusqu'ici et qui m'accompagnera, en tout cas j'espère, et je m'y tiendrai ardemment pour justement créer ce chemin et qu'il soit toujours en accord avec ce que voulait le Christ. Mais après, où je serai exactement dans 40 ans, à quel poste, en m'occupant de quoi, avec combien d'enfants. Quel type de vie vous aurez? Serez-vous marié? Combien d'enfants aurez-vous? Vivez-vous à la ville, à la campagne? Serez-vous décideur ou suiveuse? Non, vous n'en savez rien. Ça, je laisse l'avenir me surprendre, dirons-nous, sur ce point de vue-là. Allez, tout dernier point. Vos pôles d'intérêt, la poésie, le badminton. Quel lien entre les deux? C'est une très bonne question. Je pense que il y a quelque chose d'esthétique de toute façon dans chaque sport, et je pense que l'esthétique qu'il y avait dans le badminton me va très bien. Donc voilà. Je vous suggère, si vous ne l'avez pas fait, de jeter un coup d'œil sur Arte plus 7, c'était dimanche dernier, avant-hier, philosophie sur le rugby. D'accord. C'était vachement intéressant. Merci. Bon,
Alors, vous nous avez écouté, Patrice Diochet. À la fois, vous êtes le vieux du panel, 52 ans. Bah, d'après ce qu'on a dit ce matin, on commence à vous mettre à la retraite. Non, appuyez sur le bouton. Il doit y avoir un bouton derrière. Prenez celui-là. Prenez le micro que vous tend là, oui. Oui, dans mon entreprise, en tout cas, on me classe déjà dans les seniors, puisque c'est à partir de 45 ans. Ouais. Mais si vous permettez d'abord, moi je vous... Vous êtes 4 sup à France Télécom Orange. Tout à fait. Et vous êtes par ailleurs syndicaliste, pas n'importe lequel, CFTC bien sûr, au sein de France Télécom. Merci en tout cas de m'avoir invité. La CFTC, donc j'aimerais bien en parler en préambule parce que ça peut être intéressant. J'avais préparé 6-7 pages écrites et en fin de compte, je vais laisser de côté et peut-être de Mais mettre vous pouvez les mettre sur Internet. Hein. Voilà, de mettre en exergue l'une ou l'autre anecdote. Mais en tout cas, la CFTC, c'est quand même un syndicat assez différent des autres organisations syndicales parce que le C derrière veut dire quelque chose, le mot chrétien. Et en fin de compte, c'est ce qui sous-tend toute notre action syndicale. Et ces valeurs fortes que vous connaissez, l'écoute, le partage, la solidarité, le bien commun, le respect de la personne humaine, pour nous, c'est des valeurs essentielles. Mais c'est tellement essentiel que notre type de syndicalisme est autrement plus compliqué qu'à la CGT, qu'à la CFDT, qu'à FO, qu'à la CGC. C'est vous qui le dites. Je ne le dis pas. C'est qu'on a une exigence supplémentaire par rapport aux autres organisations syndicales. Parce que je peux vous dire que l'action syndicale est autrement plus difficile. Parce qu'on doit faire transpirer toutes ces valeurs dans l'action syndicale. Et bien souvent, on est en contradiction avec les salariés où les salariés voient le court terme. Et nous, notre responsabilité syndicale, c'est de voir à moyen terme. Alors, ce n'est pas le sujet, mais voilà, pour la CFTC... voilà, j'y tiens. Alors évidemment, on ne fera jamais 30 ou 40% ou 50% comme la CGT. C'est une évidence comme les autres organisations syndicales. Alors, et je ne suis... Donc, je suis devenu chrétien, mais par rapport à mes mots, non pratiquant. Alors, pourquoi la CFTC? Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Alors, on va anticiper sur demain. Je pense autodidacte, et j'ai appris au fur et à mesure. J'avais un père, enfin j'ai un papa vraiment militant CGT. Hein. Voilà. Bon. Or, pur et dur. Hein. Bon. J'ai commencé à avoir une petite action syndicale dès 22 ans. Donc, vous voyez. Il y a 30 ans. Mais sans le savoir. Bon. Et donc, on a eu des joutes assez compliquées. Donc, on voit bien déjà entre un enfant hein, à 23 ans et mes responsabilités syndicales m'ont amené à me déplacer assez souvent à Paris et en prenant le train de 2h12 le matin pour arriver donc 2 fois par semaine. 2h10 le matin, vous arriviez à quelle heure à Paris? J'arrivais à 6h46 et bon, en anecdote, parce que si je partais à 5h, le prochain train c'était 5h, on arrive à 9h30, les Parisiens connaissent que pour les réunions c'est compliqué. Donc il fallait tuer le temps, donc j'allais à la gare de l'Est en dessous prendre une douche, et voilà. Donc quand même assez compliqué l'engagement syndical et je rentrais le soir à minuit. Mais tout ça pour vous dire que j'ai 2 enfants, ou j'avais 2 enfants, et des petits, à l'époque 4 et 6 ans, et c'était une vraie difficulté. La difficulté, parce que j'entendais les propos de madame, c'est que j'étais pas là. Et qu'il fallait trouver quelqu'un qui s'en occupe le matin, donc qui venait les réveiller à 5h30 le matin pour s'en occuper et les amener à l'école. Mon épouse travaillait à 5h30 du matin, donc il fallait trouver. Et au début, heureusement, mes parents... Pardon, c'était en quelle année ça? C'était aux alentours des années 85-90, donc c'est pas si vieux que ça. On s'arrête là, c'est ça. Les horaires décalés, ça existait déjà. Exactement. N'empêche que donc j'ai trouvé heureusement mes parents. Donc soit je les amenais le soir, soit mes parents venaient à la maison s'en occuper. Et il y avait des tensions incroyables parce que il y avait une emprise importante des parents que je n'acceptais pas. Mes parents ne laissaient pas des espaces de respiration à mes 2 enfants. Et en fin de compte, je me suis dit,
voilà, je vais faire passer une annonce dans le journal, et j'ai trouvé 2 retraités qui voulaient, de façon bénévole, bien venir à 5h30 le matin, et oui, ça existe, s'occuper des enfants. J'ai acheté une vieille 4L, et ces retraités, avec la 4L, amener les enfants à l'école. En fin de compte, tout ça pour vous dire que la relation a été extraordinaire entre ces 2 retraités et mes 2 enfants. Puisque, bien entendu, bon, il y avait les droits et devoirs. Moi, c'était plutôt les devoirs et eux, les droits. Bon, en tout cas, il y avait cette complicité qui s'est installée entre mes enfants et ces retraités. Après, donc, tout ça pour vous dire que ça m'a beaucoup aidé à réfléchir sur l'intergénération. Je n'ai pas compris tout de suite. Je n'ai pas compris. J'ai compris après, quand mes enfants, maintenant, m'expliquent « Ah, c'était le bon temps, c'était extraordinaire ». Alors que je m'en faisais une... C'était terrible pour moi, et en fin de compte, moi qui suis papa poule, en fin de compte, je palliais cette absence par pas de la quantité, mais de la qualité. Mais un vrai papa poule. Et le soir, j'appelais sans arrêt, comme maintenant, par exemple, à 52 ans, tous les soirs, j'appelle mes parents. Tous les soirs. Tous les soirs. J'arrête une réunion à Paris pour dire, excusez-moi, je me prends 10 minutes, j'ai besoin de cet espace de respiration, et j'appelle. Alors, pour papoter de tout et de rien, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Patrice, c'est très égoïste, ça. C'est vous qui avez le besoin de leur téléphoner. Et est-ce qu'ils ont le besoin de vous entendre? Il y a des grands-parents ici, je peux vous garantir que si à partir de 21h, je n'ai pas téléphoné, ça bip. Hein. Ah oui? Ça bip tout de suite, là. Voilà. Alors, il me semble aussi qu'on n'en a pas parlé ce matin, ou je ne l'ai pas senti, je suis arrivé en retard, ou tout à l'heure. Les grands-parents ont aussi un rôle hyper important à jouer dans ce monde actuel. Dans le chômage et les ruptures conjugales. Dieu sait s'il y a rupture conjugale. Eh bien, je peux vous garantir. La rupture conjugale, c'est peut-être plus proche d'eux que le chômage. Le chômage, ils n'y sont pas pour grand-chose, les grands-parents. Peut-être, mais heureusement que les grands-parents sont là, dans les ruptures conjugales, pour apaiser, pour jouer un rôle de modérateur, pour être à l'écoute un peu plus des enfants. Je ne veux pas rentrer dans votre vie personnelle, mais... Absolument pas. Vous rentrez là... vous parlez de choses que vous connaissez bien. Ah, oui, je connais. Donc, moi, je suis toujours marié depuis 35... je ne vais pas parler de vous. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. 32 ans. Plus ouais. Mais oui, en tant que syndicaliste, quand on vient nous voir, on ne vient pas seulement pour nous parler du travail. La personne vient avec son sac à dos et avec les poches du sac à dos. Et les poches du sac à dos, c'est le chômage, c'est les ruptures conjugales, c'est l'argent... Et donc, c'est cet ensemble. Et nous, en tant que syndicalistes, on doit aussi s'occuper de ça, même si ce n'est pas notre boulot, mais on doit aussi s'en occuper. Et les ruptures conjugales, mais c'est dramatique. Et on voit bien que, heureusement, que les grands-parents sont présents. Je ne dis pas les parents, les grands-parents pour s'occuper des petits-enfants. Heureusement, dans beaucoup de familles. Et là... on essaye aussi, nous, parce que bon, on est CFTC, mais on est aussi un courant de pensée, et bien dans notre action